Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Emeline, qui est spécialisée en cybersécurité. Je m'appelle Christelle Serré, je suis coach marketing. Je démontre aux entrepreneurs et travailleurs autonomes comment développer leur marketing et devenir autonome. Alors, aujourd'hui, comme je disais, je rencontre Emeline Manson, puis on va parler de cybersécurité. Bonjour, Emeline. Oh, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Et je suis très contente de te recevoir aussi. Fait qu'avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi ton rôle puis qu'est-ce que tu fais. Donc, très simplement, un mot-clé à retenir, c'est formation. Je fais de la formation en entreprise sur tout ce qui touche les bonnes pratiques en ligne. Donc, pensez à la fraude, pensez à la cybersécurité. C'est des mots où est-ce qu'on met un petit peu tout là-dedans. Ça ne veut plus rien dire tellement ça veut dire deux choses en même temps. Donc, tout simplement, moi, c'est venir offrir de la formation en entreprise sur tout ce qui touche les bonnes pratiques en ligne par rapport à nos mots de passe, par rapport à nos courriels, par rapport à nos réseaux sociaux. Donc, vraiment venir ajouter une belle couche de protection et de sécurité à tous les niveaux pour éviter les fuites de données, éviter que nos choses, de se faire pirater nos comptes, ces choses-là. Donc, vraiment beaucoup en prévention, en amont, j'interviens auprès des entreprises. Parce qu'on sait, quand on parle de problématiques ou de cybersécurité, veut pas, le but, c'est toujours la prévention parce que quand ton site se fait hacker, quand tu perds accès à tes comptes de banque ou tu te fais frauder, ça coûte cher et ça prend du temps et c'est pas le fun. Ouais, c'est une grosse gestion. C'est une grosse gestion. C'est des choses que, à la fois en temps, en énergie, en argent, c'est beaucoup de choses à gérer. Et si on peut s'en passer, c'est mieux. Mais je te dirais, par exemple, d'expérience, la sensibilisation, la prévention, c'est pas très, très sexy, hein. On a tendance à réagir une fois que le mal est fait. Mais bon, je travaille là-dessus et c'est pour ça que je suis là. Puis, c'est quoi les classiques problématiques qui arrivent avant que tu rentres, là, quand quelqu'un te contacte généralement qui a eu des problèmes? C'est quoi les principales fraudes ou problématiques qui arrivent là, dans la petite entreprise moyenne? Je te dirais qu'on est très, très familier avec l'hameçonnage, le courriel frauduleux qu'on va recevoir. On est très familier au courriel, mais ça a évolué beaucoup à travers le temps et maintenant, on va recevoir des liens hypertextes ou même des pièces jointes qui vont être frauduleuses sur nos réseaux sociaux. Fait que, même si on est sur l'ordinateur de la job, on le sait tous que de temps en temps, on va aller zioter Facebook et LinkedIn. Puis, ça se peut que les gens dans notre réseau se soient fait pirater. Et que là, on en reçoit un message. Tu as peut-être vu dernièrement, j'ai reçu, tiens, une vidéo de quelqu'un sur Messenger qui t'envoie «Regarde qui est mort». Et que là, tu reçois ce message-là, puis tu as envie de cliquer parce que tu es curieux. Ou alors, «Oh, est-ce que c'est toi sur cette vidéo?» Mais tu sais, ça, typiquement, c'est de l'hameçonnage. C'est clairement de l'hameçonnage. Et on est moins sensibilisé à ça. En entreprise, spécifiquement, il y a aussi la fraude au président. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. Fraude au président, c'est le président, le dirigeant de l'entreprise, que son adresse courriel se fait pirater. Et que là, le fraudeur, il se fait passer pour le président de l'entreprise. Puis là, il vient donner des instructions frauduleuses aux membres de l'équipe de dire «Ah, il faut faire un virement d'urgence, on a une belle opportunité, il ne faut pas manquer ça». Et là, l'employé, il regarde l'adresse courriel, c'est la même chose que d'habitude, puis il va faire la démarche, il va faire ce qui lui était demandé. Sauf que, en fin de compte, ce n'est pas le président. Donc ça aussi, c'est très, très, Ils sont très rendus commun. avec des tactiques assez développées maintenant parce que là, ce que tu me dis, on a vraiment l'impression que ça vient du président, on a vraiment l'impression qu'il s'adresse à nous. Fait que des fois, ça devient compliqué de gérer ça puis d'apprendre à voir qu'est-ce qui marche puis ben, de qui est la bonne provenance et de qui ça ne l'est pas aussi. Ouais, je dis souvent que les cybercriminels, les pirates informatiques, eux aussi, c'est des entrepreneurs comme nous. Eux aussi, ils roulent une business, puis ils doivent s'adapter à leur marché, puis ils trouvent tout plein de techniques très, très créatives pour nous prendre au piège, en tout cas. Mais, donc, ouais, ils sont très créatifs, c'est pas évident. Et on ressent tous des émotions aussi. C'est pour ça que moi, je trouve ça tellement intéressant de pouvoir aborder cet aspect humain-là, parce qu'on tu sais, avant de cliquer, les gens qui cliquent, les gens qui communiquent de l'information ne sont pas stupides, elles ne sont pas mal intentionnés non plus. C'est juste qu'à un moment T, là, le fraudeur, il t'a mis dans une situation que tout est tellement cohérent. Tu sais, pour donner un exemple, les capsules vidéo que je te disais là sur Messenger, est-ce que c'est toi sur ce vidéo? Moi, Oui. j'ai un client qui a cliqué. Et le client, ça faisait du sens dans sa vie. Lui, il a fait une vidéo avec dans la vraie vie, avec des vrais vidéastes, une vraie vidéo pour son site web, une vidéo d'accueil. Et que là, quand il y a un de ses amis qui lui a envoyé «Ah, est-ce que c'est toi sur la vidéo?» Il s'est dit «Oh, wow, ça a été rapide, le montage, puis c'est déjà en ligne. Et il a cliqué.
C'est les émotions. On a des émotions, que ce soit la peur, des fois on a peur, la curiosité, le fait de vouloir aider, d'être serviable. Tout ça, c'est des émotions sur lesquelles appuient les cybercriminels pour nous faire réagir, pour nous faire baisser notre garde, puis qu'on n'a pas notre petit pas de recul avant de cliquer ou autre. Et est-ce que la fraude se fait, je reprends ton exemple de messagerie, est-ce que la fraude se fait du moment qu'on clique dessus? Parce que j'ai jamais osé cliquer dessus et je l'ai reçu combien de fois? Donc, est-ce qu'ils prennent les données à partir de ce moment-là ou il y a d'autres étapes par après? Ça dépend. Il va y avoir deux types justement de directions possibles. Soit ça va te rediriger vers un site web qui semble être un site web normal. Admettons, je ne sais pas, moi, tu reçois un virement Interac, un texto de virement Interac qui dit « Oh, on vous rembourse. » Et là, tu cliques sur ton compte Desjardins. Mais ça ne te renvoie pas vers Desjardins pour vrai. Ça ne te renvoie pas vers le vrai compte Desjardins. Ça va être, je ne sais pas, Béjardin peut-être. J'imagine, c'est un B à la place du D, admettons. Donc là, toi, tu es sur un faux site web. Donc là, tu mets tes vraies informations de connexion que tu mets habituellement, mais ce que tu ne sais pas, c'est que les informations sont envoyées chez le fraudeur directement. Donc ça, c'est une possibilité. Ou bien juste en cliquant, ça peut aussi télécharger automatiquement quelque chose sur notre appareil. Ça aussi, c'est possible. Donc, les deux sont possibles. Le moins pire, c'est de cliquer sur le lien puis que ça te demande des infos. Puis là, tu dis, oups, j'aurais peut-être pas dû cliquer, je vais aller en arrière. Donc, c'est ça, mais des fois, le mal est fait juste en cliquant. Ça peut, tu vois, typiquement les vidéos sur YouTube, sur Facebook, Messenger, c'est automatique. Tout de suite, ça lance un bout de code. Puis là, toi-même, tu deviens, tu reviens à propager ce message-là à d'autres personnes. Puis tu perds généralement, tout de suite, tu es déconnecté de ton Facebook, tu es déconnecté de tes choses. Puis grosse Ça histoire. crée d'autres genres de problématiques. Ouais. Puis, est-ce que le simple fait d'acheter des logiciels de piratage, les fameux Avast, mon Dieu, j'ai des blancs de mémoire des Des noms, là, mais antivirus, des oui. antivirus, est-ce que le simple fait d'avoir ça aide beaucoup? Ça va aider beaucoup, mais ça va être une portion, ça va régler une portion de la problématique. Il faut voir ça un petit peu comme si Avast, c'était un arbre dans notre forêt. T'sais, les antivirus, ça va être un arbre, mais il y a plein d'autres arbres qui seraient importants de garder et de regarder. Typiquement, ça va être des bases de données. Tu sais, les Avast de ce monde, les Kaspersky, les Norton de ce monde, eux, ça va être des bases de données qui vont répertorier des listes de codes malicieux, de sites web malveillants. Mais si c'est quelque chose qui est tout neuf comme virus qui vient d'être créé, ben, il ne va pas se retrouver sur cette base de données-là. Donc, le risque, tu sais, c'est un peu comme la contraception. On n'est jamais sûr à 100%. Ça marche à 99,9, mais il y a toujours une chance à quelque part que ça ne J'adore protège l'exemple. pas. Puis là, on parle de fraude comme mettons sur Facebook, puis c'est vrai que ça peut arriver autant sur l'ordinateur de maison que pendant qu'on est sur les heures de bureau, parce que peu importe, on s'entend, tout le monde va sur Facebook dans une journée, là. Puis du moins statistiquement parlant, tout le monde va sur Facebook dans la journée. Et plus d'une fois, à mon avis. Et plus d'une fois aussi. Et c'est quoi au niveau de la proportion des dégâts, règle générale, que ça fait, ce genre de virus-là? Si on garde un peu l'esprit de celui de Facebook, tu cliques sur le lien, est-ce que ça peut être problématique pour l'entreprise ou c'est souvent individuel? Mais tu sais, le plus gros enjeu avec Facebook, c'est que pour gérer une page professionnelle, ça passe par un compte personnel. Oui. Donc, à ce moment-là, si mon compte personnel est vulnérable, si quelqu'un rentre dans mon compte personnel, ben c'est sûr que le fraudeur, il a accès à tout. Il a accès à la page pro, il a accès aux paramètres publicitaires, il a accès probablement à la carte de crédit qui est loguée comme derrière aussi. Donc, c'est accès à beaucoup, beaucoup de choses finalement. Et je te dis, il y a vraiment des histoires d'horreur avec Facebook que le fraudeur, vraiment, il kick out la personne, qu'il change pas juste le courriel, le mot de passe, il va changer le courriel aussi. Donc, la personne, elle est juste incapable de récupérer ces choses. Puis là, on se lance vraiment dans une guerre parce que Facebook n'est pas super réactif malheureusement par rapport à ça non plus. Très long. Fait que, dans le fond, ce que je retiens de ça, c'est que dans ton rôle, c'est autant d'éduquer la business, l'entrepreneur, que les gens à l'intérieur parce que les répercussions peuvent être tellement grandes. Puis, il Oui. y a une nouvelle méthode de hacking que même moi, je me fais avoir dans Marketplace. Si on reste dans Facebook, Ouais. là, c'est l'autre chose. C'est même c'est pas juste un lien, c'est que tu vends quelque chose, tu as des échanges, puis là, la personne te dit, OK, je vais t'envoyer un courrier, je peux pas me déplacer, je vais t'envoyer un courrier. Puis la première fois que je l'ai reçu, j'étais comme, OK, c'est un peu bizarre, mais j'ai eu des échanges. J'ai arrêté ça. Mais dernièrement, j'ai remis quelque chose à vendre. Puis j'avais vraiment une discussion. Ça n'a pas été est-ce que c'est encore disponible, je ne peux pas y aller, puis go, le message automatique. Il y a eu des questions qui ont été posées. Ouais. Fait que
ça me fait penser que c'est vrai que l'intelligence derrière se développe, puis je me dis, c'est toujours les mêmes messages, fait que ça doit être un logiciel qui fait ça aussi à quelque part. Ça peut ou ça peut quand même être vraiment des humains. Tu sais, si on regarde ça de l'autre spectre, le COVID nous a beaucoup fait mal à nous, entreprises, mais il a beaucoup fait mal tu sais, à la population en général aussi. Donc, il y a certaines personnes qui se sont redirigées vers des activités criminels, illicites sur le web. Et donc, ça se peut que ce soit très, très bien des humains aussi derrière. Tu parles de quelque chose de très, 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 très intéressant avec Marketplace, mais tu sais, tout ce qui est la location des logements, ça aussi, il y a tellement de fraude là-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur du Canada et qui louent à distance sans avoir vu aussi. Et il y a tout plein d'histoires aussi d'horreur par rapport à ça. Justement, j'enseigne en cyber-enquête à Polytechnique Montréal, puis j'avais un groupe de mes étudiants qui m'avait fait un travail de session sur cette thématique-là. Et c'est fascinant à quel point, tu sais, il y a vraiment un échange, comme tu dis, on parle, il y a vraiment un individu derrière qui nous parle, puis qui nous manipule, qui nous fait miroiter plein de belles choses, au point où est-ce qu'on lui fait confiance, puis OK, on va payer le premier mois de loyer, c'est correct. Et- Ouais, c'est rendu intense. Puis d'ailleurs, hors d'onde, tu me disais que ton passé était en criminologie, fait que ça donne une force qui est encore plus intéressante à connaître, là. Moi, je trouve que c'est un beau point puis un beau passé que tu as avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Ça doit avoir un impact. Ben, c'est beaucoup, ça a beaucoup été toujours dans mon parcours l'humain. C'est vraiment, j'ai eu une phase où est-ce que j'étais plus dans le domaine bancaire à la Banque nationale, donc c'est de la fraude, des enquêtes, puis j'étais très peu en contact avec la clientèle. Et ça me manquait beaucoup d'être juste avec des datas puis des transactions. Bon, mais oui, avant ça, j'ai travaillé longtemps, hein. Ça m'a toujours fasciné ce comportement à la fois oui criminel, mais aussi au niveau de la victimologie, les personnes qui tombent dans des pièges. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le processus? Chez nos jeunes aussi, justement, tu parlais du côté personnel qui est autant pertinent que le côté professionnel. Et moi, c'est comme ça que j'essaie d'amener ça en formation aussi, parce qu'en face de moi, j'ai des gens, on s'entend, dans une entreprise qui n'ont pas demandé à être assis en face de moi. Et ça ne leur tente pas d'être là. Ils avaient d'autres choses à faire, mais leur boss leur a dit, écoute, Emeline, pendant 1 heure, elle va te parler de cybersécurité. À quel point c'est sexy. Bon, c'est mon travail de rendre ça sexy. Mais moi, c'est mon travail d'aller chercher la motivation intrinsèque de ces gens-là, de leur parler avec des mots qu'ils connaissent, des choses qui leur parlent. Et moi, je vais avoir tendance beaucoup à faire le parallèle avec la vie personnelle. Et j'ai des entreprises, des fois, qui me disent Emeline, reviens un peu sur le pro parce que tu parles un peu trop du perso. Je suis comme oui, mais si tu veux que ton monde y soit impliqué, c'est une grosse gestion du changement pour eux aussi. Donc, parlons-leur avec des mots qu'ils connaissent, que ça les impacte. Tu sais, parler des jeunes, parler de nos parents. Et à ce moment-là, ben, indirectement, les bonnes pratiques qu'on va avoir dans nos vies personnelles, on va les appliquer dans la business aussi. Mm. Parce que c'est vrai que tu mets un point intéressant, la corde sensible. On ne voudrait pas qu'il arrive malheur à nos enfants. Donc, on sensibilise le parent avec les enfants, puis là, on le contourne un peu différemment. J'aime beaucoup cette approche-là. C'est vrai que la vie personnelle fait toute une différence avec la manière qu'on apporte les choses. Puis quand tu parles de prévention de fraude, de cybersécurité, bon, il y a le petit one-on-one qu'on vient de discuter avec juste des clics sur le lien, mais c'est beaucoup plus que recevoir des infolettres, que tu cliques sur des liens ou Messenger. J'aimerais ça t'entendre, c'est quoi les fraudes possibles, les éléments qui peuvent arriver dans des business aussi qu'on ne penserait pas toujours. Et tu sais, il y a un gros enjeu, il y a un gros, gros nœud qui est super important dans la vie personnelle et professionnelle, c'est tout ce qui touche la gestion des mots de passe. Tu sais, on nous dit qu'on Hum, est supposé avoir un mot de passe différent pour chacune des plateformes qu'on utilise. Ça, on le sait que ce n'est pas nécessairement la réalité. Et des fois, il y a des attaques que ce n'est même pas de notre faute. Tu sais, des fois, c'est la plateforme sur laquelle j'ai un compte que elle se fait pirater, elle a une fuite de données, puis là, toutes mes choses se retrouvent sur le web. Donc là, c'est problématique parce que si j'ai le même mot de passe à plusieurs endroits, ben, on s'entend que notre ami le fraudeur, il va l'essayer partout, cette combinaison-là. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros enjeu. Je connais encore des entreprises qui ont tout sur des papiers, c'est la secrétaire qui a tout dans un fichier Excel. C'est très problématique, ça, parce que, tu sais, si quelqu'un s'empare de ce document-là, tu t'imagines, ça donne accès, ça donne les clés pour tout le reste derrière, non? La gestion des mots de passe. Je sais que c'est quelque chose de lourd. Il y a des outils maintenant qui existent pour nous aider à avoir justement des mots de passe uniques, robustes, mais je dirais que ça, c'est un gros, gros point qu'on sous-estime. Est-ce que tu serais à l'aise de donner quelques exemples de ces applications-là qui gèrent justement des mots de passe? Oui, certainement. Puis il y en a certaines versions qui sont gratuites aussi. Il y a LastPass qui existe, donc LastPass, LASTPASS, Bitwarden, OnePassword, Dashlane. Il y en a vraiment plusieurs qui existent. Puis d'ailleurs,
aux gens qui nous écoutent, si vous enregistrez vos mots de passe dans Google Chrome, dans votre navigateur, on a des petits pop-up qui nous disent « Hey, veux-tu? » Ben, c'est une mauvaise pratique. C'est vraiment une mauvaise chose parce que la façon dont c'est stocké chez eux, c'est pas sécuritaire, c'est facilement accessible. Donc, on est mieux d'y aller vers des outils qui sont vraiment dédiés, sécurisés pour ça. Ouais, ce serait ma recommandation pour ça. Puis c'est vrai que des fois, on a tendance à même enregistrer les mots de passe et dans ce genre de logiciel-là et sur Google pour faciliter et accélérer les connexions. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être la meilleure pratique, là. Non, 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 non. Puis avec les outils maintenant, avec les LastPass de ce monde et tout, on peut avoir les mêmes pop-up. Ils peuvent nous auto-remplir comme avec Google. C'est juste qu'il faut le paramétrer comme il faut. Puis avoir lui, par contre, il faut avoir un mot de passe robuste. Ton mot de passe maître pour rentrer dans ton gestionnaire de mots de passe, c'est ton coffre-fort là. Fait qu'il faut que ce soit méga robuste, il faut que ce soit unique. Puis, Faut pas que ça soit un, 2, 3, 4. oh non, évitez. Moi, je dis, tiens, je te pose la question, je suis curieuse de t'entendre. Selon toi, un mot de passe robuste, il devrait contenir combien de caractères à peu près? Ben, si je me fie à WordPress, beaucoup. Mais tu sais, j'imagine, en moyenne, c'est à peu près 7 à 10 caractères que les business nous demandent. Puis toujours avec une lettre, une majuscule, puis un caractère spécial. Donc, souvent, j'imagine, c'est ça la meilleure combinaison. Puis il ne faut pas que ce soit ta date de naissance. Exact. Et plus il est long, moi j'irais même vers une recommandation de 16-18 caractères. Plus il est long, plus il va être robuste, plus il va être difficile à hacker parce qu'il y a différentes attaques sur les mots de passe qui arrivent aussi. C'est ce qu'on appelle l'attaque par force brute. C'est qu'on a un robot qui va tester toutes les combinaisons possibles jusqu'à ce qu'il arrive sur la bonne combinaison. Et ça, c'est sûr que si on a un mot de passe de 6-8 caractères, c'est plus facile et c'est plus rapide à faire que si on en a 18. Donc, ça aussi, ce serait une stratégie. Une stratégie que je peux donner aux gens sur comment je fais. Là, t'es bien beau, Emeline, tu me dis créer 18 caractères, comment on fait ça? On pourrait prendre une phrase qui a un meaning, qui veut dire quelque chose pour nous, un souvenir qu'on a ou des paroles d'une chanson, peu importe, et prendre juste la première lettre de chaque mot. Typiquement, si je te donne un exemple, mon ancien mot de passe, ne l'utilisez pas parce que là, ça va être public, tout le monde va le savoir, hein, ne reproduisez pas ce mot de passe. J'aime beaucoup la chanson de Indochine, J'ai demandé à la lune. Fait que là, j'ai pris la lyric, j'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Fait que là, j'ai pris juste la première lettre de chaque mot. J'ai pimpé, j'ai mis un S, j'ai mis un signe dollar à la place, j'ai mis des majuscules. J'ai un mot de passe super robuste. Donc, Il n'y ça a peut être... personne qui peut deviner ça, à Et puis moins moi, je m'en d'avoir un souviens. logiciel, c'est ça, et à moins d'avoir un Exact. logiciel qui le hack, là, c'est différent aussi. Oui, ben oui, exact. Puis, les mots de passe, d'essayer d'avoir des combinaisons différentes, effectivement, d'une place à l'autre, c'est intéressant aussi parce que une des problématiques que j'ai remarquées avec des logiciels comme LastPass, c'est que souvent, ils vont te proposer des combinaisons, mais si tu n'es pas devant ton ordinateur avec le logiciel, puis là, tu as besoin de te connecter sur ton téléphone, oublie ça, là, ça ne marche pas, là. Fait que c'est des fois de trouver des trucs aussi pour que tes mots de passe soient toujours différents, mais que tu sois capable de t'en rappeler, ou ça aussi, c'est dangereux. Ben, déjà, avec LastPass, on peut l'avoir sur le téléphone. Là, on sort du plan gratuit. Par contre, ça devient un plan payant, mais c'est peut-être 5 dollars par mois par utilisateur, je pense, quelque chose comme ça. Mais sinon, avec l'exemple que j'ai donné de la première lettre de chaque mot, je peux me créer un algorithme à moi aussi, puis juste changer 2-3 lettres à l'intérieur. Au lieu de j'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas, mais je pourrais changer par le mot lune par Facebook. J'ai demandé à Facebook, puis là, prendre les 3 premières lettres de Facebook. Pareil pour Twitter, pareil pour LinkedIn. Juste prendre, j'ai mon même algorithme que je me suis créé, puis je sais que j'échange les 3 et quelques lettres pour les 3 premières lettres de la plateforme. On peut à ce moment-là s'en souvenir mémotechniquement et c'est plus facile à mettre sur nos selles aussi. Oui, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup le truc de la longue phrase aussi. Même chose, c'est ça, il y a des. Ce qui est compliqué des fois, c'est que des fois, tu as des lettres, des chiffres que tu peux mettre. D'autres fois, tu ne peux pas mettre de caractère spécial. Fait que c'est toujours de l'adaptation aussi de peu importe la plateforme que tu utilises, mais reste qu'il y a une bonne base, puis avec un logiciel comme ça règle bien des problèmes. Et parlons de hacking de sites web. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Avoir un site web n'est pas garant de jamais se faire hacker, puis d'avoir une bonne plateforme d'héberger chez des gros hébergeurs ne veut pas dire non plus que tu n'es pas vulnérable, à moins que tu aies un service de backup, bien évidemment, avec ton site web, mais un service aussi de
prévention, j'imagine, avec l'hébergeur, mais sinon, à quoi le client moyen qui se fait faire un site web devrait penser? Je pense que c'est de poser justement, tu l'as mentionné, les bonnes questions aux fournisseurs, de faire un bon choix avec qui est-ce que je travaille, avec qui est-ce que je fais affaire, les sauvegardes, ça c'est un excellent point. Est-ce qu'il y a des sauvegardes ou est-ce qu'elles sont les sauvegardes? Comment elles sont faites, de se questionner par rapport à ça? Parce qu'on l'a vu l'année dernière, on a eu un hébergeur qui s'est fait hacker, puis que ses backups se sont fait hacker aussi. Fait que des fois, c'est même pas de notre faute, puis on n'a pas de... Nous, on ne nous permet pas d'avoir un contrôle sur nos propres backups et ça devient super compliqué. Après, il y a un point de vue, et je serais curieuse d'avoir ton point de vue par rapport à ça, à savoir, est-ce que je suis mieux entre deux entreprises, une qui s'est fait hacker, une qui ne s'est jamais fait hacker, avec laquelle j'aimerais faire affaire? Moi, personnellement, mon point de vue, c'est que je serais peut-être plus down d'aller vers une entreprise qui s'est fait hacker déjà, parce que je sais qu'elle va probablement avoir mis des choses en place pour plus que ça réarrive, parce qu'elle connaît la douleur de ce qui est arrivé, versus quelqu'un qui ne connaît pas ça, puis qu'on ne sait pas à quel point elle est prête, puis elle est préparée. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, je lance ça comme ça, mais... Mais c'est vrai que c'est une bonne interrogation parce qu'a priori, inconsciemment, ce que j'ai tendance à dire, c'est ben non, je vais aller vers celle qui s'est jamais fait hacker. Elle s'est jamais fait hacker, elle doit être mieux préparée. Mais c'est vrai que l'autre à qui c'est arrivé, techniquement, surtout un hébergeur, si ça s'est fait hacker, ça doit être built-in partout. Il doit y avoir des serveurs miroirs qui redirigent partout aussi. Puis d'ailleurs, parenthèse, la compagnie avec laquelle c'était arrivé, là, le gros hacking, il y avait des miroirs, il y avait des backups de backups de backups et ils se sont toutes fait hacker. Fait que ça Ouais. aussi, c'est extrême, mais j'imagine que maintenant, ça doit être encore plus sécurisé qu'avant. Ouais, ouais, ben, pas le choix, pas le choix. Donc ça, il y a une portion des risques qu'on ne contrôle pas, qu'on vient déléguer aux fournisseurs avec qui on travaille. Mais nous, on a aussi un certain pouvoir, sur justement la robustesse du mot de passe qu'on utilise, les mises à jour qu'on fait. Tu sais, au niveau, si on utilise WordPress, par exemple, ben, tu sais, au niveau de nos plugins, est-ce que ça vaut la peine d'aller peut-être faire un ménage sur les trucs, tu sais, les plugins qu'on n'utilise plus? Il y a plein de choses qui sont plus nécessairement updatées aussi, puis que c'est des failles de sécurité. Donc, il y aurait peut-être des choses aussi à faire qu'on peut peut-être déléguer si on n'est pas expert là-dedans, puis c'est correct, mais au moins à se poser la question. J'ai une question que tu n'auras peut-être pas de réponse, mais j'avais entendu à un moment donné à la radio, justement, il parlait de cybercriminalité avec des gros sites web là, d'envergure, puis il parlait de rançon. Parce qu'une chose qui arrive, c'est que des fois, les hackers, les plus gros, il y en a qui veulent juste faire du tort pour faire du tort, mais il y en a qui ont un objectif derrière d'aller faire de l'argent avec ça, puis de dire, bon, ben, je pense que c'est un hôpital, si je me rappelle bien, de dire, bon, ben écoute, si tu veux ton site web et tes données, donne-moi 1,5 million, mettons. Fait qu'il y a des rançons. Est-ce que tu sais si c'est des vraies personnes qui vont véritablement poser action, sachant que tu as un background de criminologie, ou est-ce... Criminel. Oui, c'est ça. Pas de criminel, mais c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Ou ton feeling quand ça arrive, est-ce que tu penses que c'est plus des robots ou des vrais humains avec des véritables actions derrière? Ou... Alors, ça serait les deux. Ça serait les deux dans le sens où, là, quand on parle de rançon logiciel, on ne parle plus nécessairement du petit geek dans son sous-sol qui essaye de patenter des trucs puis qui, tu sais, c'est encore le gros stéréotype, mais il y a aussi des très grosses organisations criminelles. Puis généralement, c'est hors Canada. Tu sais, ça va vraiment être à l'étranger, certains pays, pour ne pas les nommer, qui sont plus réputés que d'autres pour faire ce type d'attaque, mais ça va être des grosses organisations avec des gros moyens. Donc oui, il y a l'aspect technologique. Il y a peut-être des bots qui viennent justement envoyer des courriels at large et des courriels aléatoires qui vont contenir ce petit bout de code-là. Mais sinon, au niveau de la négociation, ensuite derrière, il y a toujours un individu, il y a toujours quelqu'un un peu, c'est comme une marionnette, voilà, comme une marionnette, il y a peut-être des trucs qui sont automatiques, mais il y a quelqu'un qui tire les ficelles plus haut parce que ultimement, il y a quelqu'un qui va réceptionner l'argent aussi. Donc, faut, et je te dis, c'est vraiment devenu même un nouveau métier. C'est les médiateurs, les personnes qui viennent négocier le prix des rançons. Et tu sais, on l'entend sur les grosses entreprises, mais les petites aussi se font avoir. Moi, j'en avais des clients à la banque qui ont été incapables de se relever de ce type d'attaque-là parce que tu sais, ils étaient une petite entreprise, 5-6 employés. Puis là, hop, tout est chiffré, on n'a plus accès à rien. Donc, tu sais, on ne produit plus, il ne se passe plus rien. Puis on n'a pas de backup. Fait, et on n'a pas l'argent pour payer. Tu sais, quand on te demande 60 000, mais ça peut paraître gros pour une entreprise, demander 60 000 avec incapable de se relever, puis là, l'entreprise a dû fermer, c'est atroce.
C'est triste. On pense souvent aux gros, mais c'est vrai qu'on oublie les petits à qui ça peut arriver. 60 000 pour une petite business qui n'a pas un si gros chiffre d'affaires, beaucoup de gens à payer à l'intérieur. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Puis qu'est-ce que tu fais? On s'assure d'avoir des backups. Je pense que ça, c'est d'être sur le cloud maintenant aussi. Oui, le cloud, mais le cloud n'est pas... Exemple, là, moi, sur mon ordinateur, admettons, si mon cloud est linké sur mon ordi, parce que tu peux avec, par exemple, Google Drive ou OneDrive, tu as ton dossier dans ton ordinateur aussi. Fait que, si ça chiffre sur ton ordi puis que c'est linké à ton drive, ben, ton drive va être chiffré aussi. Donc, moi, je Oh, dirais vraiment les backups, vraiment d'avoir des backups, de s'assurer de faire des sauvegardes régulièrement. Les cyberassurances, ça peut venir couvrir un type de risque aussi, de ne pas se fier complètement sur les cyberassurances, de ne pas baisser sa garde pour autant, mais ça peut venir aussi nous aider, nous dépanner. Ça ne va pas faire réapparaître nos données comme par magie, mais ça peut peut-être nous aider à payer la rançon, à venir nous entourer de professionnels qui peuvent nous aider là-dedans. Mais sauvegarde. Les sauvegardes, les backups, c'est tout, parce que même j'ai beaucoup d'entreprises qui ont une seule sauvegarde dans le cloud. Et là, je leur dis, mais imagine, au mois d'octobre, Facebook a été down pendant toute une après-midi de temps. Là, imagine, tu as un meeting à 14h30, tu dois donner une formation ou tu as un meeting super important, puis là, Google Drive est down, tu n'as plus accès à tes choses, puis c'est la seule place où tu as tes trucs. Tu fais quoi? Tu ne peux pas faire ta présentation. Tout est bloqué, tu n'as plus accès à rien. Donc, toujours d'avoir un backup physique, un bon vieux disque dur externe avec nos choses là. Sérieux, ça ne fait pas de mal de faire des petits backups à toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Mais au moins, on a quelque chose, il y a quelque chose qui arrive, on c'est a vrai que ça fait une roue de peur secours. de t'entendre, puis on a l'impression, je reprends mon exemple, moi j'en ai un backup dans le drive. Tout est dans Ouais. mon drive. Fait que dans ma tête, j'ai mon ordi. S'il y a un problème, j'ai mon drive, mais je n'avais pas pensé à cette perception-là. Depuis que j'ai plus mon agence, j'ai plus de backup externe. Mm. Mais je pense que ça va être mon prochain achat très prochainement. Mais c'est vrai que les petites business sont fragiles aussi. Fait que si on perd des données, si on perd ce qu'on a, on perd énormément. C'est un peu comme avoir un feu puis dans tous tes papiers, puis tu n'as plus rien après. Ouais. Ouais. C'est comme se faire cambrioler aussi, que tu perds tes choses physiquement. C'est un peu la même chose. La fraude, je fais souvent cette analogie-là où est-ce que quand quelqu'un est rentré dans ton intimité, est rentré chez vous, tu te sens mal, tu te sens souillé. Puis c'est la même chose une fraude quand il y a quelqu'un qui rentre sur ton compte, puis qui ça a envoyé des courriels à des personnes que tu connais. C'est un peu le même sentiment, pas le fun au final. Donc, Mm. Puis changer son mot de passe régulièrement ou suite à une fraude, on change notre mot de passe, mais est-ce que ça veut dire qu'en changeant notre mot de passe, tout est réglé? Si je reprends l'exemple de la messagerie Facebook, ben, ça va être réglé pour un laps de temps jusqu'à la prochaine tentative. Il y a une autre chose qu'on peut activer sur nos comptes, c'est le double facteur d'authentification. C'est le petit code qu'on reçoit par texto ou par une application. Ben, ça, c'est vraiment une belle barrière aussi. Sincèrement, si la plupart des gens l'activaient, il y aurait beaucoup moins de piratage de compte parce que même si la personne elle a mon courriel, elle a mon mot de passe, elle ne peut pas rentrer. Il y a comme une autre porte où est-ce qu'il faut mettre un code pour pouvoir rentrer. Puis ça, généralement, c'est seul nous, sur notre téléphone, qu'on va avoir accès à ce code-là. Donc, sincèrement, c'est un bel outil. Je sais que c'est chiant, hein, c'est que ça, là, qui te demande ton code à chaque fois. En fait, c'est ça, l'enjeu avec la sécurité, c'est qu'il y a toujours un choix à faire entre sécurité et fonctionnalité. oui. Plus c'est sécure, moins c'est fonctionnel, moins c'est user-friendly. Et nous, il faut juste trouver notre balance. C'est-à-dire, bon, ben, où est-ce que je suis correct, puis que j'ai une sécurité quand même raisonnable, adéquate, puis au moins c'est fonctionnel, puis je sais que je vais l'utiliser de cette façon-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formule toute faite, moi, en formation, en entreprise, parce que si je te mets ta sécurité là, puis là, personne ne l'utilise, ben non, ça ne donne rien. On va remettre à niveau, puis être sûr que ce soit confortable pour tout le monde. Sinon on se donne bonne conscience, mais on ne fait pas. Ouais, parenthèse, au niveau de la suite business, quand tu exploites Facebook de différentes manières un peu plus avancées, tu es obligé d'avoir le double facteur. Fait que je pense qu'au moins ça, ils ont compris que ça l'aidait un petit peu. Les comptes Google aussi, ils ont rendu ça obligatoire maintenant sur Google, comme tu es obligé d'avoir le double facteur. C'est bien, il faut juste pas que tu perdes ton téléphone, par exemple. Ouais, ça, c'est de la gestion aussi. On peut faire des backups, parce qu'il y a des applications mobiles comme Google Authenticator qui existent, qui te génèrent un pictogramme, puis tout. Ça aussi, on peut en faire des backups. On peut faire un extract, exporter, puis mettre ça dans un lieu sécur. Planifier la perte et le vol des appareils,
on apprend ça souvent à la dure quand ça nous arrive, puis qu'on est comme, oh, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, bon point. C'est pour ça que la prévention, elle n'est pas assez discutée et tellement importante. Je pense que je mets ça un peu comme les assurances ou tu sais, le testament ou tous ces éléments-là il y a tellement de monde qui ne le font pas, mais on en parle tellement qu'il y a de plus en plus de gens qui font attention. Je pense que la prévention, surtout quand tu as une entreprise et que tu as des données, de l'argent rattaché à ça, la prévention est encore plus importante. Ouais, 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 ouais. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est ce que nous dit le dicton, Ça effectivement. l'empêche pas. J'ai parlé dans un autre podcast avec une avocate, Geneviève Théoret, puis on parlait beaucoup de rédaction de contrats puis de prévention. Puis un élément qu'elle spécifiait, c'est que ça ne veut pas dire que même si tu n'es pas baqué, ton client ne va pas te payer, mais va te payer absolument. Ça ne va pas empêcher les éléments négatifs ou les problématiques qu'ils peuvent avoir, mais ça va te protéger au niveau de la loi, puis tu vas être capable de récupérer ton argent. Fait que je pense que c'est un peu la même chose. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas arriver, mais au moins tu vas avoir des backups pour te sauver de là. Puis, parce que même moi, personnellement, ça m'est arrivé souvent. Là, avant, je faisais des sites web, puis même les miens se sont fait hacker. Tu sais, là, ça devient tout en chinois, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Ben, quand j'avais des backups, ça me prenait 3 minutes, puis c'est fait, merci, bonsoir, c'est remis en ligne. Tandis que la première fois que j'en avais pas, il a fallu que je reconstruise mon site web au grand complet. Même chose avec plusieurs clients, qu'il a fallu qu'on refasse tout parce qu'il n'y avait plus rien aussi. Fait que la prévention peut coûter cher ou peut demander, parce que les backups, c'est des frais des fois mensuels, mais ô combien moins que de tout refaire et de repartir à zéro. Bien d'accord avec toi. Enfin, je peux être que d'accord avec toi. Ben oui, je prends ta business. Mais c'est vrai que c'est important. Puis les gens aussi à l'interne et pas juste les dirigeants, je pense à une petite entreprise, ben, les employés qui ferment pas leur ordi le soir ou qui laissent tout ouvert avec leur compte de banque, ben, les comptes de banque se referment, mais les données ouvertes, j'imagine aussi, ça peut être aussi une problématique. Fait que c'est aussi d'aller vers des bonnes habitudes. Ouais. Il y a un certain contrôle informatique qu'on peut mettre, c'est que l'appareil se met en veille au bout d'un certain temps et tout, mais effectivement, il y a quand même du renforcement à faire au niveau des équipes. Et tu sais, si on fait un sondage auprès de la plupart des gens, ils se sentent généralement pas assez outillés avec ça. Même, j'en ai des entreprises où est-ce qu'il y a eu une attaque, puis ils mettent un gros sprint, de gros budget pour réparer la situation, pour faire prêt. Mais 3 mois plus tard, on n'en parle plus, c'est fini, c'est du passé. Donc, ce serait des choses qu'il faudrait parler au moins tous les 6 mois, toutes les années, faire des refreshs par rapport à ça, parce qu'on est des humains, puis la vie va vite et on oublie, puis c'est normal. Donc, des petits pop-up à des moments donnés dans notre vie, ça fait du bien. Tout à fait. Puis en conclusion, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a une petite entreprise, qui sait qu'il doit commencer à regarder au niveau de la cybersécurité, ça serait quoi le premier conseil ou la première chose à regarder que tu lui donnerais comme information? Et je pense que ce qu'on a parlé au niveau des mots de passe, c'est déjà un gros travail. C'est déjà un gros début de re-questionner, de ne pas prendre pour acquis que les gens autour de nous, dans notre entreprise, vont avoir des mots de passe uniques et robustes, mais d'aller vraiment accompagner les gens à ce niveau-là, de ne pas prendre les choses pour acquis. Mais je pense que déjà, les mots de passe, c'est un gros morceau, c'est un gros travail. Puis j'ajouterais même faut être patient et indulgent envers soi-même. Il ne faut pas dire, OK, cet après-midi, je change tous mes mots de passe. Non, tu vas faire une overdose de sécurité. Ça ne te tentera plus d'y retourner. Allons-y progressivement, soyons indulgents avec nous, puis une étape à la fois. Mais déjà, de s'en rendre compte, je félicite cette entreprise parce que ce n'est pas ce qu'on voit habituellement. Donc déjà, d'en prendre conscience, c'est avoir les yeux un peu plus ouverts sur le problème et de tranquillement mettre des choses en place. C'est bien parfait. Merci énormément, Emeline, de ton temps. Puis si on veut te rejoindre, on fait ça comment? Alors écoute, LinkedIn, c'est une belle plateforme pour me rejoindre. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une chaîne YouTube aussi avec plein de petites capsules vidéo. D'ailleurs, le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. Donc, il y aura plein de contenu qui va être là. Et puis, YouTube, LinkedIn, deux belles plateformes généralement pour me rejoindre. Merci beaucoup, Emeline. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi.